introduire Christophe Cardinaux, que beaucoup de personnes connaissent déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je voulais dire quelques petites choses pour présenter ses travaux de recherche, et en tout cas le domaine que je connais, puisqu'il connaît beaucoup de choses. Donc Christophe Cardinaux, c'est un directeur de recherche au CNRS, qui s'est spécialisé, autant que je sache, dans la gravure sèche assistée par plasma, et en particulier pour la microélectronique. Il a fait beaucoup d'autres choses, et il a notamment gravé des matériaux comme le silicium, l'oxyde de silicium, il a également gravé des 3,5, il a étudié tout ça, et sa particularité que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai beaucoup utilisée, et donc vous pourrez lui poser plein de questions aussi, c'est qu'il a tout étudié. Il a étudié la phase plasma, il a aussi étudié les matériaux en train de se graver, et tout ça en caractérisant les surfaces avant et après gravure. Ce qui lui a permis de remonter au mécanisme basique de la gravure assistée par plasma. Et il a aussi beaucoup travaillé en collaboration avec les modélisateurs et les théoriciens. Ce qui lui donne une vue relativement globale de toutes ces interactions plasma-surface, comme il le dit lui-même, plus basée sur la gravure, mais finalement la gravure c'est assez universel, puisqu'à partir de ces mécanismes, on peut aussi faire un petit peu de dépôt quand on fait de la passivation, etc., ou de l'encapsulation in situ. Voilà. Et je vais laisser Christophe parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors, quand Stéphane m'a sollicité pour parler de ça, j'avoue que ça m'a un peu inquiété. Il m'a tenu auprès de mes discours qu'il vient de faire là, et je me suis dit, mais je ne suis pas venue pour vous parler de moi. Donc, voilà. Donc, j'ai construit le topo, vous verrez, vous me direz à la fin si finalement ça vous a apporté quelque chose, ou si au contraire vous avez été déçu. Donc on va parler de mécanisme d'interaction plasma-surface. Pour, d'une façon générale, faire des matériaux ou traiter des matériaux. Alors, bien sûr, il y a d'autres applications des plasmas que cela. Il y a, on en a évoqué tout à l'heure dans la conférence précédente, des questions sur la dépollution, la propulsion spatiale et des choses comme ça. Moi, je vais rester sur le côté matériaux. Et en gros, le plan de ma présentation aujourd'hui, ça va être d'avoir quelques rappels sur les plasmas et les gaz à basse pression. Je vais rester à basse pression. Vous parlez de l'équilibre entre le plasma et la surface du réacteur, et puis le porte-échantillon que vous mettez à l'intérieur, l'échantillon que vous mettez dedans. Et puis, j'ai pris le temps de regarder un peu, parce que la question m'a interpellé. Je dis, OK, interaction plasma-surface, mais qu'est-ce que j'ai dans mon plasma? Qu'est-ce qui interagit à l'échelle atomique sur la surface? Donc, on va reprendre des notions de physisorption, chimie-sorption, et cinétique d'absorption, simplement donc, en considérant les neutres et la surface, et puis ensuite on regardera un peu le rôle des ions sur la surface, et puis l'interaction globale. Et je vais essayer de mettre quelques exemples au travers de tout ça. Alors donc, plasma franc, basse pression. Alors, relativement rapidement, parce que ça vous connaissez tous, un gaz à basse pression, typiquement dans la gamme 10-3 à 1 millibar, c'est régi, je dirais, par la théorie cinétique de Maxwell-Boltzmann, que j'ai résumé ici. Vous avez à 300 Kelvin des densités qui sont de l'ordre de 10-19 à 10-22, suivant la pression à laquelle vous êtes. Et puis, ça fait des libres parcours moyens de l'ordre de la dizaine de centimètres jusqu'à descendant jusqu'à la fraction de millimètre. Donc, le calcul est fait pour CF4. Et puis, des flux sur les surfaces qui vont être de 10-21 à 10-24 espèces par mètre carré et par seconde. Et puis, si vous allumez un plasma là-dedans, donc on va prendre un cas modèle où il n'y a que des électrons, des ions positifs et puis des atomes neutres. Vous faites une mesure de sonde de Langmuir dans ce plasma, donc là il est en argon. Vous obtenez des données qui vous permettent d'avoir la distribution en énergie des électrons, et vous voyez directement que l'énergie des électrons c'est quelques eV. Donc si vous traduisez ça en température, vous êtes dans la dizaine de milliers de Kelvin, qui est très supérieur à ce que vous avez en neutre.
Et puis, vous avez des densités que vous obtenez par l'intégrale de la distribution, qui sont très, très inférieures aux neutres, bien sûr, 10, 14, 10, 18. Donc, le système est hors d'équilibre thermodynamique, le taux d'ionisation est faible, et ce taux d'ionisation est résulte du bilan entre la création des ions, des ionisation dans le plasma qui crée des ions et des électrons, et puis de perte aux parois des espèces. Donc, vous avez cette bipopulation de particules dans le système, avec des neutres et des ions qui sont froids, une température entre 300 et 1000 Kelvin typiquement, avec des vitesses thermiques de l'ordre de 400 à 700 mètres par seconde, et puis des électrons chauds, 1 à 6 eV d'énergie, et puis, enfin de température plus exactement, et puis des vitesses thermiques de 1805-1806 mètres par seconde. Alors, vous avez donc une population d'électrons qui a sa propre distribution d'énergie, et puis pour traiter facilement les choses, on considère généralement que c'est une Maxwell-Boltzmann aussi, donc qui est contrôlée par sa propre température. Alors, votre système, c'est un réacteur chimique à basse pression et à basse température pour les neutres. Vous avez des interactions entre électrons et neutres qui vont vous permettre d'avoir toute une chimie qui se développe à l'intérieur, avec des processus de dissociation, d'ionisation, d'excitation et d'attachement électronique, et qui sont contrôlés. Donc, tout ça, j'illustre par du CF4, mais bien sûr, c'est extrapolable à n'importe quel système. Vous avez les processus électroniques sont contrôlés par les sections efficaces d'interaction pour ces différents processus avec les électrons. Et vous voyez que pour l'ionisation et la dissociation, il vous faut des électrons d'énergie relativement élevée, autour de 10-15 eV, c'est-à-dire que c'est la queue de la distribution que vous avez là, typiquement, qui fait ce genre de processus. Le taux de production de ces espèces est contrôlé par ce genre de relation, et avec la constante de réaction qui est donnée par la fonction de distribution des électrons et la section efficace, et l'intégrale entre le seuil du processus et puis l'infini, bien sûr. Alors avec ça, on va faire des procédés. Alors j'illustre ici le PECVD et gravure parce qu'il y a des points très communs entre les deux. Vous avez le gaz que vous introduisez dans le système, le plasma qui est allumé, vous fabriquez les espèces, et puis ça diffuse, ça intervient sur les surfaces. Donc on voit déjà la notion de chimie-sorption, réaction en surface. Et puis soit vous faites la croissance d'une couche mince de fluorocarbone, dans ce cas-là, puisqu'on est parti avec CF4, soit vous faites de la gravure si votre échantillon peut se graver en plasma fluoré, et dans le cas du silicium, ça va marcher avec la production de SiF4 comme produit de gravure. Et puis, pour s'intéresser à un autre procédé, toujours avec du plasma, mais qui fait du dépôt, mais qui n'est pas exactement le symétrique de la PECVD ou de la gravure, c'est la pulvérisation, par exemple, où là, vous avez deux interactions de plasma-surface, puisque vous avez votre cycle polarisé avec une haute tension négative, qui va accélérer, vers lequel les ions du plasma vont être accélérés, la pulvérisation du matériau d'acide, le transport des atomes vers la surface, et là, vous avez une deuxième interaction plasma-surface qui conduit à la formation du dépôt. Et puis, vous pouvez rajouter un gaz réactif qui va contrôler, je dirais, la composition du dépôt en fonction des conditions. Et ce genre de procédé, donc il y a tout un tas d'études qui ont été réalisées au cours des années. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais j'ai repris cette figure qui a l'air de faire une synthèse globale et qui montre que la structure du dépôt est extrêmement variable en fonction de la température ici et de l'énergie qu'on apporte à la surface par ailleurs. Alors, donc, vous avez un système extrêmement complexe, qui est illustré ici dans cette figure, où vous avez le gaz qui rentre, le plasma qui est créé, la fragmentation, la dissociation, l'ionisation, toutes ces espèces qui interviennent à la surface et qui finissent par s'absorber, réagir, éventuellement s'incorporer si vous faites du dépôt ou un traitement de surface comme de l'oxydation, de la défloration par exemple, ou alors créer un produit volatile qui se désorbe et qui est éliminé par le pompage, voire recyclé dans le système et qui participe à la chimie du plasma lui-même. Alors, ce qui ressort de là, c'est que toutes les espèces que vous créez dans le système vont interagir avec les surfaces
Et cette interaction va dépendre des conditions de bombardement ionique, donc ça je vais en présenter juste après, du matériau par les ions positifs du plasma, la température de l'échantillon bien sûr, et puis la nature de la surface. On a vu tout à l'heure, juste avant, un système où on avait la gravure du silicium en plasma de CF4, et puis sur un dépôt, un matériau qui ne se grave pas, bon, je n'ai pas précisé ici, mais ça pourrait être de l'aluminium par exemple, on aura la croissance d'une couche à la place d'un processus de gravure. Alors, les principaux mécanismes qu'on va trouver là-dedans, ça va être la croissance d'un film, par exemple, l'attaque chimique, la gravure, la pulvérisation, si l'énergie est suffisante, l'implantation des ions dans le matériau, le greffage d'espèces qu'on crée dans le plasma, si on fait du greffage moléculaire, par exemple, sur un polymère ou des choses comme ça. Et puis, pourquoi pas, la diffusion des espèces dans le volume du matériau et la réaction pour faire des composés type oxyde, nitrure, etc. Et bien sûr, le procédé que vous développez, il peut combiner plusieurs de ces mécanismes, intentionnellement ou non d'ailleurs. Alors, équilibre plasma et surface, et ça c'est quelque chose de très important de façon globale, je dirais. Donc, on va retrouver ici les notions de flux de Bohm et de potentiel plasma. Donc, été complètement décrit par M. David Bohm dans les années 30, si je me souviens bien. Il y a un papier 49, pardon, c'est un peu plus tard. Voilà, donc le résultat de ça, enfin, le potentiel plasma, c'est une réaction collective du plasma au moment de l'allumage du système pour que les électrons ne fuient pas vers les surfaces et que le plasma puisse continuer d'exister. On s'est dit avec les mains, c'est à peu près ça. Donc il faut que le plasma soit un potentiel suffisant par rapport à la surface pour que les électrons soient freinés et ne parviennent pas à fuir du plasma, étant donné que leur vitesse thermique est très supérieure à celle des nôtres. Et puis, à l'inverse, le système, du coup, va accélérer les ions positifs vers la surface. Donc, typiquement, les valeurs, c'est de l'ordre de la dizaine d'électronvolts, la dizaine de volts pour le potentiel, pardon. Et le potentiel se stabilise de façon à ce que le flux euh, vers la surface ici, le flux d'électrons soit égal au flux d'ions. Alors, ça a été décrit donc, par David Bohm pour les cas où le transfert des espèces ici au travers de la gaine est non collisionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ionisation, il n'y a pas d'échange de charge, il n'y a pas de processus entre les espèces à ce niveau-là. Et puis pour une distribution Maxwell-Boltzmann pour les électrons. Et il a montré que pour que la condition que la gaine existe, il faut que la vitesse des ions à l'entrée de la gaine soit égale à cette quantité-là qui dépend de la température électronique. Et puis, dans la suite du développement, on obtient le flux des ions sur la surface suivant cette expression-là. Alors, il y a deux cas qui vont nous intéresser. C'est celui d'une surface isolée. À ce moment-là, vous avez le potentiel aux bornes de la gaine, ici, entre P1 et F, qui est exprimé par cette relation, telle que le flux d'ions soit égal au flux d'électrons sur la surface. Et puis, si vous tenez compte de la pré-gaine ici, vous avez une légère chute de potentiel, vous obtenez le potentiel du plasma, enfin, de la surface par rapport au plasma, suivant cette expression. Et puis le deuxième cas qui va nous intéresser plus, c'est celui où votre surface est polarisée intentionnellement, par exemple en radiofréquence. À ce moment-là, vous avez une polarisation que vous appliquez sur votre système par le générateur RF. Vous avez un condensateur de blocage ici qui permet d'éviter la fuite de courant dans le système. Et le résultat, c'est que vous avez vos électrons qui sont attirés pendant que la demi-période ici est positive, et puis les ions qui sont attirés pendant que la demi-période est négative. Et la réponse je dirais, des ions et des électrons à cette excitation RF ici va dépendre de leur fréquence propre dans le système, qui est définie par ces deux relations-là. Et là, vous avez en gros un calcul de ces différentes fréquences en fonction de la densité du plasma entre 10-14 et 10-18. Donc, vous voyez une grosse différence entre la fréquence de plasma des électrons par rapport à celle des ions, qui vient, et bien sûr, de la différence de masse entre un électron et un ion. Alors,
Si on utilise une fréquence de 1356 MHz, qui est relativement, je dirais, classique, prenez un plasma d'argon, une densité de 10-16 particules par mètre carré, par mètre cube, vous voyez que la fréquence plasma des électrons est grande par rapport à cette fréquence d'excitation, donc les électrons vont être sensibles à cette fréquence-là, alors que les ions vont être très peu sensibles. Le résultat, c'est que quand vous polarisez votre électrode à la fréquence en question, vous allez beaucoup plus avoir un flux d'électrons sur la surface qu'un flux d'ions au cours des premiers cycles d'application. Et le résultat, c'est que vous allez avoir une dérive de votre potentiel vers des valeurs négatives et qui va s'ajuster de façon à ce que, en moyenne sur un cycle, le flux d'électrons soit égal au flux d'ions. Et la différence de potentiel que vous avez entre le zéro initial et puis la moyenne de l'oscillation RF que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la tension, c'est la tension que voient les ions pour être accélérés vers l'électrode ici, et puis l'autopolarisation qui est la différence de potentiel entre le plasma et cette valeur. Donc vos ions sont essentiellement sensibles à ce potentiel moyen, alors que les électrons, eux, ils vont suivre des petites fluctuations imposées par le système. Alors, à ça, il s'ajoute la notion de gain, dont on va pouvoir évaluer la dimension. Donc, la formule générale qu'on obtient avec la théorie de Bohm, c'est celle qui est donnée ici. Je n'ai pas redéfini la longueur de Debye, mais j'ai un transparent, mais je l'ai sauté là, dans la présentation, parce que ça coupait la fluidité du discours. Là, vous avez les valeurs de longueur de Debye correspondant aux densités ici, et puis les valeurs d'épaisseur de gain qu'on peut calculer. Et alors, votre gain, elle oscille avec la tension RF, donc elle oscille en largeur, et en polarisation RF, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur moyenne qu'on peut obtenir en disant que la tension ici, c'est le VP moins VDC. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez les dimensions, c'est ça qu'il faut regarder. Vous êtes grand, je dirais, par rapport, en général, au motif des surfaces que vous traitez, que ce soit de la rugosité ou des motifs intentionnels pour faire de la gravure et faire des composants. Si bien que la gaine est plate devant l'échantillon, elle ne suit pas les contours du motif que vous gravez, elle ne pénètre pas à l'intérieur. Donc ça permet aux ions d'être accélérés perpendiculairement par rapport à la surface et d'avoir, en principe, une seule direction par rapport à la surface. Alors, la gaine est censée être non collisionnelle. On a dit qu'on avait l'énergie moyenne donnée par les ions qui dépendait de la différence de potentiel VP moins VDC, avec les petites fluctuations imposées par la fréquence RF, à la fois sur le VP, sur la modulation de la gaine, etc. Donc le résultat, quand on fait une analyse de distribution d'énergie des ions, on n'a pas une seule énergie, on a quelque chose qui ressemble en général à une selle de cheval, avec l'énergie moyenne qui est au milieu ici, et vous voyez qu'en fonction de la masse des ions qui sont mesurées, on a des distributions qui sont plus ou moins larges, et elles sont d'autant plus larges que la masse de l'ion est faible. Et ça a été compris par M. Benoît Catin il y a déjà très longtemps, en 1968, et qui a exprimé le fait que cette largeur de distribution ici était fonction du rapport entre la fréquence plasma des ions et la fréquence d'excitation. Alors, un cas, maintenant, on va changer la pression, on va faire une gaine collisionnelle. Typiquement, quand votre pression monte au-dessus de 2 Pascal, donc là, vous avez des résultats ici, en plasma d'oxygène et plasma d'argon, qui illustrent ce qui se passe. À basse pression, vous retrouvez la distribution classique en forme de selle de cheval. Et puis, quand vous montez en pression, vous avez des collisions dans la gaine, vous avez des échanges de charges. Donc, les ions sont soit ralentis par collision, soit ils échangent leur charge avec un neutre qui est lent, et donc vous vous retrouvez avec un neutre rapide. Et puis un ion
lent qu'il va falloir réaccélérer. Et donc ça étale votre distribution vers les bases d'énergie. Alors typiquement, les collisions élastiques vont conduire à des pertes d'énergie, puis à une redistribution angulaire, et puis les collisions inélastiques, comme les échanges de charges par exemple, vont conduire à des structures qu'on peut voir sur ces graphes-là. À chaque fois que vous avez une collision entre un neutre lent et puis un ion rapide et qu'il y a échange de charge, vous vous retrouvez avec un ion lent qu'il faut réaccélérer, donc ça fait un pic à cette nouvelle énergie plus basse que l'énergie initiale. Alors, un mot sur des polarisations à plus basse fréquence encore. Vous vous arrangez pour que vous soyez en dessous de la fréquence plasma des ions. À ce moment-là, les ions répondent à la fréquence appliquée, et le résultat, c'est que vous n'avez plus d'autopolarisation. Et vos ions et vos électrons voient la totalité des oscillations RF que vous appliquez sur l'électrode. Et à ce moment-là, vous avez des distributions qui sont complètement différentes de celles d'avant, dans ce sens que à basse pression, c'est les deux courbes qui sont ici, avec le pic à droite ici et le petit pic à gauche là. Vous avez une distribution qui reflète finalement le temps de transit de l'ion dans la gaine par rapport à la fréquence RF appliquée, et puis la modulation de la tension de la gaine et sa modulation alpha de tension et spatiale en vue épaisseur. Donc évidemment, vous avez un pic au cas où l'ion est accéléré par la tension maximum, et puis un autre pic à la tension minimum, et puis évidemment une distribution entre les deux. Et puis si vous êtes à haute pression, vous avez plein de collisions, et à ce moment-là, vous avez une distribution d'énergie qui est complètement dégradée vers les bases d'énergie. Donc en résumé sur les interactions ion-surface, le point important, c'est que toutes les surfaces reçoivent un flux d'ion positif. Ce flux, vous pouvez l'estimer avec la théorie de Bohm, en supposant que la gaine est non collisionnelle. Les ions sont accélérés vers la surface autour de leur traversée de la gaine, et puis la distribution d'énergie réelle de ces ions va dépendre de la pression, et puis de la fréquence de la polarisation. Alors aujourd'hui, dans les procédés, la maîtrise de l'énergie et du flux des ions, c'est un point crucial pour tous les procédés avancés, et vous en entendrez parler avec plus de détails, je dirais, dans les exposés de Cédric, d'Émilie, de Gilles, au cours de ces journées. Et des stratégies qui sont développées, alors je ne sais pas, on verra quelques-unes de ces stratégies, j'imagine, dans ces choses-là, c'est de pousser le plasma, de pousser le plasma et la polarisation, par exemple, de travailler dans des procédés de type atomic layer etching ou atomic layer deposition, où on a des procédés cyclés, où on va faire la chimie d'un côté, le bombardement ionique de l'autre, par exemple, et puis en dépôt par PPD, les procédés IPIMS, par exemple, où on module la tension appliquée sur la cathode pour la pulvérisation, de façon à obtenir dans le plasma les caractéristiques qu'on souhaite. Alors, neutre surface, donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail, je dirais, des interactions espèce-surface. Alors, quelques notions de base, d'abord, pour définir les choses. On va parler de taux de couverture, qui est le rapport entre la densité surfacique d'espèces absorbées, N ici, et puis la densité de site d'absorption, que j'ai noté NS. On va parler de coefficient de collage ou de probabilité d'absorption, qui est noté alpha, et qui est la fraction du flux incident absorbé par rapport au flux total. Et puis, une chose qu'on peut regarder tout de suite, c'est le temps de formation d'une monocouche dans ces conditions-là, est simplement défini par le nombre de sites d'absorption divisé par le flux incident absorbé. Et si vous considérez que tout ce qui arrive s'absorbe et qu'il n'y a pas de désorption derrière, vous pouvez calculer directement le temps ici de formation d'une monocouche. Et là, vous avez les valeurs types en fonction de la température et de la pression. Alors, c'est une échelle log, hein, donc on a l'impression que ça ne varie pas beaucoup avec la température, donc ça varie quand même un petit peu. On peut le retrouver ici sur ces courbes ici. Et puis surtout, ça varie très fortement, bien sûr, avec la pression. Plus la pression sera élevée, et plus le temps de formation d'une monocouche sera court.
Alors, on va parler de physisorption, de chimie-sorption, de réaction de surface. Donc là, j'ai repris les définitions. Donc, la physisorption d'une espèce, c'est son absorption sans changement de structure, soit ni de l'adsorbant, ni de la surface. Avec la chimie-sorption, vous avez absorption avec changement de structure chimique, donc une liaison chimique entre l'adsorbant et la surface. Ça peut déboucher ensuite sur la formation d'un composé, s'il y a réaction finale entre les deux. Et puis la réaction de surface, c'est une réaction chimique pour former un composé, et qui se produit donc entre le matériau et le milieu ambiant, et il n'y a pas forcément nécessité d'une phase de physisorption ou de chimisorption avant ça. Alors, physisorption, c'est une interaction dipolaire entre l'espèce A et puis la surface. Donc, ça s'étudie au moyen d'un potentiel. Alors, on peut prendre n'importe quel, enfin pas n'importe quel, mais en fonction de la nature de la surface, on va choisir le potentiel en question. Ça, Émilie nous en parlera dans son topo. L'un des plus, je dirais, plus classiques, c'est peut-être pas le meilleur, mais celui auquel on pense le premier, ça sera le potentiel de Lennard-Jones, qui s'exprime de cette façon-là. Et je m'en suis juste servi pour tracer des courbes, en fait. Donc vous avez là la variation du potentiel en fonction de la distance à la surface de l'espèce A. Et vous avez un point minimum, ici, à une certaine distance d'équilibre, vous avez le potentiel, la valeur minimum du potentiel. Alors, ça c'est bien sûr de façon théorique, je dirais, mais après il faut prendre en compte la structure réelle de l'échantillon, qui peut être périodique ou non périodique, et vous avez l'interaction avec ce potentiel-là de l'espèce A avec tous les atomes de la surface. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la somme de toutes ces interactions. Et puis, votre espèce adsorbée, elle a un certain temps de résidence en surface, et elle peut éventuellement désorber et passer d'un site à un autre si elle a suffisamment d'énergie. Donc, l'énergie de désorption, qui est notée ED ici, si vous lui fournissez cette énergie, elle va pouvoir désorber et se réabsorber ailleurs. Et puis, le temps caractéristique ici, il est fonction de la période de vibration de l'espèce sur la surface. Et vous voyez ici, typiquement, si on prend une énergie de désorption de 0 eV, par exemple, en fonction de la température, vous voyez les temps caractéristiques de résidence sur la surface. À 300 Kelvin, vous voyez que c'est une fraction de microseconde, un centième de microseconde. Si vous descendez à 100 K, c'est plusieurs secondes. Alors, chimie-sorption, donc c'est une situation qui est un peu plus complexe et qui va dépendre beaucoup du couple entre l'absorbant et la surface. On va distinguer trois cas différents. Alors, dans tous mes diagrammes, là, j'ai trois courbes. J'ai la courbe 1 ici, qui est la première là, qui se conclut ici, se superpose à la fois dans cette partie-là, qui est la physisorption de la molécule AB sur la surface. La courbe 2, c'est la courbe d'interaction, c'est l'énergie du système A et B séparés. Et puis la courbe 3, c'est la courbe d'interaction de l'ensemble avec le substrat. Alors dans le schéma qui est ici, vous avez donc l'espèce A et B qui arrive de loin, qui se physisorbe ici. Et puis, si elle continue de se rapprocher de la surface, vous voyez qu'il n'y a pas de barrière de potentiel marquée entre la position de physisorption ici et puis la position de chimie-sorption qui est là. Et on va croiser la courbe de dissociation A plus B. Donc la molécule va se dissocier en passant, dès qu'elle va être à la distance ZB ici, et on va avoir la chimie-sorption des deux atomes A et B sur la surface S. Cas un petit peu différent, où cette fois-ci vous avez une vraie barrière de potentiel ici entre la physisorption et la chimie-sorption. Donc il va falloir fournir cette énergie pour passer de la physisorption de AB à la dissociation et à la chimie-sorption de A et de B sur la surface. Et puis enfin, dernier cas, où cette fois-ci, vous avez chimie-sorption directement de la molécule AB sans dissociation, puisque la courbe
l'association du système A plus B ne croise pas celle de la physique-sorption et de la chimie-sorption. Alors, si vous prenez une énergie de désorption de 1 eV, c'est assez classique, et vous recalculez les temps de résidence, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le domaine de la seconde, on est dans le domaine de l'heure. Donc, à 300 Kelvin, c'est 17 heures sur la surface. Alors, si on les compare l'un et l'autre, deux mécanismes, donc les énergies types de chimie-sorption ou de désorption pour désorber le produit, c'est entre 0,5 et 10 eV, comparé à la physique-sorption, 0,1 à 0,5. Les temps de résidence, autour de l'heure, ici, est inférieur à la microseconde là. Les distances d'équilibre, évidemment, sont beaucoup plus faibles entre l'espèce chimie sorbée et la surface que dans le cas de la physique-sorption. Et puis là, vous avez les deux types d'interactions, simplement dipolaires et ou formation des ondes chimiques. Alors, on va maintenant parler de cinétique de ces mécanismes. Et le plus simple, c'est le modèle de Langmuir sur l'absorption monocouche. Donc, ça consiste à étudier la molécule et un site d'absorption, et puis la molécule absorbée, et puis bien sûr la réaction dans ce sens-là, et la réaction réversible avec la désorption de l'espèce. Alors, l'absorption, c'est le coefficient de collage. Hein. Donc, le collage est proportionnel au nombre de sites vacants, c'est-à-dire 1 moins, c'est le complémentaire au nombre de sites occupés θ. Et puis votre flux absorbé, ben, c'est le produit entre le flux initial et puis le coefficient de collage. Et vous obtenez quelque chose si vous remplacez le flux par les relations que vous avez avec les gaz parfaits. En fonction de la pression, vous obtenez une forme globale qui est cette forme-là. Donc, dépendant du taux de couverture, ben, du nombre de sites libres et puis de la pression. Si vous regardez la désorption, donc c'est le nombre d'espèces absorbées qui s'en va par unité de temps. Le flux désorbé, il est donné par la constante cinétique d'équilibre de la réaction de désorption ici, contrôlée par l'énergie de désorption, et vous obtenez quelque chose qui est évidemment proportionnel au nombre de sites occupés sur la surface. À l'équilibre, vous avez l'équivalence entre le flux absorbé et le flux désorbé, et ça vous conduit à cette expression-là pour θ, qu'on appelle l'isotherme de Langmuir, avec la constante C qui vient des couplages entre les deux relations ici, et qui est exprimée ici en fonction de la température et puis de la masse de l'espèce. Alors, si vous tracez ça globalement en fonction de la pression, vous avez ce genre de courbe. Et vous voyez que plus la température est basse et plus le taux de couverture va être grand, bien sûr, à une pression donnée. Et puis si vous regardez, vous avez une pente à l'origine ici, qui correspond à cette situation-là, quand la pression est faible, c'est-à-dire que vous pouvez négliger Cp par rapport à 1. Et puis votre vitesse d'absorption, qui est donnée par cette relation-là, la constante d'absorption multipliée par 1 θ, et la vitesse de désorption qui est donnée par cette relation-là, avec cette fois-ci, si vous l'écrivez comme ça, vous avez le rapport des deux constantes absorption-désorption qui vous donne la constante C, mais c'est la même constante que celle-ci. C'est une autre façon d'écrire la même chose. Et c'est la constante d'équilibre de votre réaction molécule plus site de molécule absorbée. Alors, on va garder en mémoire ce genre de comportement du taux de couverture en fonction de la pression, ou ce genre de relation et de dépendance d'un taux de couverture en fonction de la pression ou du flux d'espèces, parce que ça revient au même, le flux et la pression, c'est deux quantités qui sont complètement liées. Parce qu'on va retrouver ça dans les mécanismes d'interaction plasma-surface après. Alors, on peut faire plus compliqué, avec de l'absorption multicouche. Alors, on ne va pas du tout faire les calculs, hein, je vous rassure. On va s'arrêter là. On va juste regarder les hypothèses. Donc, c'est le modèle de Grunauer et Metteteller qui regarde comment est-ce qu'on peut absorber plusieurs couches sur un substrat.
L'hypothèse, c'est que chaque couche obéit au modèle de l'enduire. Donc la première couche, c'est évident puisque c'est celle qui est en interaction avec le substrat, donc c'est la même chose qu'avant. Et puis les couches 2, 3, 4, etc. se forment par condensation au-dessus de la première couche. Et on suppose dans ce modèle-là que l'énergie d'absorption de n'importe quelle couche est indépendante de l'indice de la couche en question. Donc pour chaque couche, vous avez l'équilibre molécule du gaz plus site d'absorption sur la couche I-1 qui vous donne une molécule absorbée sur la couche I. Alors on va passer le calcul et aller directement au résultat. Donc vous avez un équilibre phase gazeuse, phase condensée, avec une constante K à ce moment-là qui est l'inverse de la pression de vapeur saturante, dans la relation qu'on avait sur le... Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, il faut quand même que je passe ça juste pour vous dire que voilà, le taux de recouvrement qu'on obtient il a cette forme-là avec une constante ici. Et c'est dans le cas de l'équilibre phase gazeuse, phase condensée, votre constante, c'est l'inverse de la pression de vapeur saturante. Donc vous l'écrivez de cette façon-là, en introduisant ça à l'intérieur, et puis vous tracez les courbes, vous regardez ce qui se passe en taux de couverture en fonction du rapport pression sur pression de vapeur saturante. Alors bien sûr, quand vous êtes proche de la pression de vapeur saturante, là, vous obtenez la couche condensée, donc le taux de couverture qui tend vers l'infini. C'est évidemment d'autant plus probable que la température est basse, T5 étant la température la plus élevée et le T1 la plus basse. Et les valeurs de C ici, c'est ce qui est dans l'équation du taux de couverture et c'est ce qui m'a permis de tracer les courbes. Et quand vous êtes à très basse pression, ce qui est le cas typique par rapport à la pression de vapeur saturante dans un procédé de plasma à basse pression, et bien vous voyez que le taux de couverture il est inférieur à 1, typiquement. Donc finalement, ce genre de situation, multicouche ne se rencontre pas, et tout ce que vous pouvez avoir, c'est l'absorption monocouche qui plante. Sauf si vous êtes à très basse température, bien sûr. Alors un exemple là-dessus, alors si quand même, ça vaut le coup de comparer les pressions de travail et puis les pressions de vapeur saturante des gaz ou des espèces, si on les connaît, qui sont dans le plasma, en fonction de la température de l'échantillon qu'on souhaite traiter ou de la température des parois, dans la gamme de pression typiquement qu'on va utiliser. Alors vous voyez que, alors moi j'ai mis ceux que j'utilise entre guillemets couramment pour faire de la gravure de matériaux. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, sauf si on descend autour de moins 100, moins 150 degrés. Et le premier problème que vous pouvez rencontrer, c'est la vapeur d'eau résiduelle de votre système. Alors, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais pour ceux qui font des dépôts ou qui font des plasmas avec de l'injection de liquide ou qui font des plasmas d'injection de nanoparticules dans un liquide injecté dans le plasma, je pense que ça vaut le coup de tracer ce genre de courbe pour les différents solvants que vous pouvez avoir ou les différents précurseurs liquides que vous pouvez avoir. Alors, un exemple en gravure cryogénique, donc là on va se situer en basse température entre physisorption et chimisorption. Donc l'objet de l'étude, c'est la gravure sélective du nitrure de silicium par rapport à du silicium amorphe. Donc c'est une étude qui est faite en très large partie au Grévy et on a participé avec quelques analyses de surface à l'IMN. Le procédé développé, c'est un procédé type ALE, c'était la finalité du procédé. Donc on a un premier plasma SiF4 oxygène de quelques secondes, et puis ensuite qui est censé apporter des espèces à la surface, et puis ensuite un plasma d'argon qui permet d'activer ces espèces et de provoquer la gravure. Alors, ce que vous avez là, c'est la variation d'épaisseur des deux échantillons, nitrure et puis silicium amorphe, en fonction pour différentes températures. Alors, vous voyez qu'à température ambiante, on a du dépôt sur les deux surfaces. Et puis, à moins 100 degrés, on a de la gravure sur les deux matériaux. Et puis ici, à moins 65 degrés, on a une situation qui est différente entre les deux matériaux, avec une gravure assez bien marquée sur le nitrure silicium et une très faible gravure sur le silicium amorphe. Donc, dans ces conditions-là, on peut espérer faire une gravure sélective.
Alors, la clé du système, donc au Grémy, il y a eu plein d'études de fait de diagnostic sur les plasmas, en particulier en spectrométrie de masse et puis en ellipsométrie. Les vitesses, les variations d'épaisseur ici, c'est de l'ellipsométrie in situ. Et puis, de l'autre côté, à l'IMN, on a étudié le système avec des analyses XPS in situ à différentes températures. Et là, vous avez ce qui se passe à moins 65 degrés sur le silicium et sur le nitrure. Et ce qu'on observe, c'est que dans le cas du silicium, là où on ne grave pas, ou très peu, on a des espèces SI8, FY qui sont faites pendant la phase plasma SIF4O2 et qui sont chimisorbées sur la surface. Alors que dans le cas du nitrure, on a des espèces qui sont uniquement physisorbées. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui vous montre que là, mon SI8, FY, il est chimisorbé, puis celui-ci, il est physisorbé? En fait, on le sait parce que quand on réchauffe l'échantillon à température ambiante et qu'on refait l'analyse, dans le premier cas du silicium, les espèces sont restées. Dans le cas du nitrure, elles ont disparu. Vous vous souvenez des temps de résidence, quelques heures dans le cas de la chimisorption, une fraction de seconde dans le cas de la physisorption. Et le résultat, c'est le suivant, c'est que quand vous êtes en situation de physisorption des espèces en question, au moment où vous allumez le plasma d'argon, vous induisez un processus de gravure, tandis que si vous êtes en situation de chimisorption, vous faites la croissance d'un fil. Alors, on va revenir sur les cinétiques réactionnelles dans 3 cas différents. Donc ça, c'est la même chose que l'isotherme de Langmuir en réalité, mais présenté un peu de façon différente. On va supposer la réaction d'une seule espèce sur la surface qui vous donne un composé chimique santé qui peut éventuellement déboucher sur un produit. Alors ça peut être un produit de gravure si c'est volatile, ça peut être un produit qui s'incorpore dans la surface si c'est du dépôt par exemple, ou il y a un traitement de matériaux. Donc là, on retrouve je dirais, les 3 étapes clés du mécanisme: l'absorption de l'espèce, toujours régie par ce genre de relation, la désorption, et puis la réaction qui fait le produit. Donc votre vitesse de réaction, c'est ce terme-là. Ça dépend donc d'une constante de réaction, puis du taux de couverture en espèce AS sur la surface. Alors, à l'état stationnaire, votre taux de couverture et sa variation dans le temps est égale à 0, si bien que cette quantité-là, moins celle-ci et moins celle-ci, égale 0. Donc ça vous donne l'expression du taux de couverture en fonction des flux et des constantes. Et on suppose à soi, donc vous pouvez réinjecter ça là-dedans pour calculer la vitesse. Et votre mécanisme en général, c'est cette réaction-là qui limite la cinétique. Et à ce moment-là, l'expression de la vitesse se simplifie et vous donne cette expression en fonction du flux d'espèces incidentes sur la surface qui va s'absorber, et puis une constante qui est le rapport entre la constante d'absorption et la constante de désorption. Et vous voyez, vous avez la même formulation que ce qu'on avait pour l'isotherme de Langmuir. Donc on va avoir ce type de courbe cette fois-ci, avec justement la vitesse en fonction du flux. Tout à l'heure, on avait le taux de couverture en fonction de la pression. Là, on a la vitesse en fonction du flux. Avec une limite ici, à très faible flux, où cette quantité-là est négligeable devant 1 et vous êtes simplement proportionnel au flux d'espèces sur la surface. Alors, vous pouvez imaginer des réactions bimoléculaires. Donc ça, c'est le mécanisme de Langmuir et Sherwood. Donc vous avez une espèce A et une espèce B qui interagissent avec la surface. Toutes les deux se chimisorbent, AS et BS. Et ensuite, vous avez une réaction entre ces deux produits-là, enfin ces deux espèces chimisorbées pour donner le produit. Alors, les quantités à prendre en compte dans le modèle sont un peu plus compliquées. Et si on suppose que la cinétique est limitée par la réaction, qui cette fois-ci s'exprime en fonction de θ, θb à la fois, vous obtenez ce genre de formulation. Et puis les réactions bimoléculaires un petit peu différentes du mécanisme de Hilley et Rydin, cette fois-ci l'espèce A
se chimisorbe sur la surface, et puis ensuite l'espèce B réagit avec le produit, avec la fraction chimisorbée, mais sans s'absorber lui-même, et donne le produit. Donc c'est un peu plus simple du point de vue de l'écriture, et la vitesse de réaction, cette fois-ci, s'exprime directement comme ça, il n'y a pas besoin de faire l'hypothèse d'étape limite dans le système. Alors on va analyser ça dans le cadre de la gravure du silicium par du fluor, par exemple. Alors, je vais vous présenter d'abord une vieille manip, qui est celle de Daniel Flamme dans les années 80. Donc, vous avez le plasma ici en F2, et puis l'échantillon est disposé au bout du tuyau, là, sur un support qui peut être contrôlé en température. Donc, vous avez une gravure qui est une situation de post-décharge. Vous n'avez pas d'ion à ce niveau-là, vous avez que quelques atomes de fluor qui ont réussi à arriver là sans se recombiner sur les surfaces. Et il montre dans son étude, et il compare avec des études faites par d'autres, que la vitesse de gravure du silicium est proportionnelle au flux ou la concentration en fluor ou au flux de fluor qui arrive sur l'échantillon. Et puis que la cinétique est activée thermiquement, comme une loi d'Arrhenius avec les énergies d'activation que vous avez là. Donc vous voyez que vous avez un système qui est proportionnel au flux de fluor. Donc c'est typiquement un système unimoléculaire, comme on a vu juste avant, avec une réaction qui est limitée par le flux de réactif, alors que votre processus nécessite 4 atomes de fluor. Donc on aurait pu imaginer que le machin dépende à la puissance 4 de la concentration d'atomes de fluor. Alors si on essaye d'analyser ça, ah oui, alors une petite parenthèse au passage, j'ai retrouvé un peu par hasard les diagrammes réactionnels qu'avait proposé Deutsch dans les années 80 pour décrire les différentes situations de gravure. J'en ai reproduit quelques-uns là. Alors, la chimie de gravure spontanée qui arrive avec un atome qui interagit avec la surface et qui s'en va en donnant le produit AB directement. Alors, on peut imaginer la même chose pour le dépôt. Bon, Dutch, dans son papier, ne parle que de gravure, mais on peut imaginer la même chose pour le dépôt ou le traitement d'un échantillon avec l'incorporation d'espèces dans le matériau. Et il explique dans l'article que la vitesse de gravure est dépendante du flux, directement, de façon proportionnelle, et que c'est la même chose si on a besoin de plusieurs atomes A pour faire le produit. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de temps de latence entre enfin, s'il y a un temps entre les différentes réactions, mais c'est simplement le temps que sur le même site arrive le nouvel atome qui va permettre de progresser dans la réaction pour faire le produit final. Donc ce temps-là, c'est simplement la densité de site surfacique divisée par le flux. Alors, donc discussion du gravure du silicium par le fluor. Donc, absorption moléculaire, on a vu que c'était cohérent avec les résultats expérimentaux, on a quelque chose qui est proportionnel au flux d'atomes. Si on prend Whitehead, on a donc une vitesse qui va s'exprimer comme ça. Donc, j'ai laissé A tel qu'il était, mais j'ai remplacé le phi A par un phi F et puis le phi B par un phi F, puisque finalement, on a 2 fois la même espèce. Alors, là, vous n'avez pas quelque chose qui est proportionnel au flux de fluor, sauf si la cinétique est limitée par l'absorption. Si la cinétique n'est pas limitée par l'absorption. Donc à ce moment-là, ce terme-là est petit devant celui-ci, et vous avez quelque chose qui est dépendant directement grand, pardon, devant celui-ci. Et ce terme est quelque chose qui est directement proportionnel au flux de fluor. Donc c'est compatible avec les résultats expérimentaux. Si vous regardez, alors, avant d'aller au modèle de Montgomery-Sherwood, on va faire une petite parenthèse sur le modèle de Pelletier dans les années 80 aussi, qui étudiait l'interaction d'une surface de silicium 1,0,0 en raisonnant sur le nombre de liaisons pendantes disponibles en surface, donc pour que ce soit un cristal parfait, et puis il étudiait les mécanismes à partir d'un plasma B6 dans les différentes situations, gravure spontanée, gravure assistée par lésion, etc. Donc si on se situe en situation de gravure spontanée, il montre que dans son modèle, la gravure se fait lorsqu'on a 2 entités SiF2 sur la surface qui réagissent ensemble pour faire SiF4. Alors il faut 2 SiF2 voisins pour faire ça, donc il faut un taux de couverture qui soit supérieur à 1,5. Maintenant, si vous prenez ce genre de choses, SiF2 plus SiF2
qui donne un produit. Ça ressemble furieusement à du Langmuir-Hinchelwood, pour lequel la vitesse cinétique a cette forme-là. Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est proportionnel au flux de fluor, quelles que soient les autres approximations que vous pouvez faire à l'intérieur, ça colle. Et puis, autre information qu'on peut avoir, c'est les manips sur ce système gravure spontanée. C'est les manips de fluoration qui ont été faites à partir de silicium et puis XEF2, ce gaz, qui montrent que, alors là c'est du silicium 1,1,1, donc les liaisons pendantes en surface, c'est 3 liaisons pendantes qu'il y a, ou une, suivant l'orientation du plan cristallin, enfin le plan qu'on prend. Et dans ces manips-là, les caractérisations par XPS montrent d'abord qu'il y a une forte concentration d'SiF3, donc ça colle bien avec ce genre de système qu'on peut imaginer ici, mais avec un silicium 1,1, mais que la couche fluorée fait au minimum 5 à 20 angstroms d'épaisseur. Donc c'est plus du tout du système d'absorption séquentielle sur une couche de surface. Alors, donc finalement, si je reviens là-dessus, ce qui marche le mieux avec les résultats expérimentaux, c'est encore le modèle le plus simple. Alors, je vais finir cette petite partie en commentant juste un effet sur. On cherche à contrôler la chimie du plasma avec un mélange gazeux qu'on met à l'intérieur, et heureusement ça marche, hein, c'est ce que vous faites tous les jours et moi aussi. Donc, juste ici, pour illustration, l'évolution de la concentration en fluor mesurée par ici, la spectrométrie optique d'émission. Lorsqu'on rajoute de l'oxygène dans SF6, on commence par monter la concentration en fluor avant de décroître par simple dilution du gaz. Mais vous pouvez aussi avoir des effets pervers, je dirais, des surfaces. Et là, vous avez un bel exemple. C'est un plasma de CF4 hydrogène qui a été analysé par émission optique pour le fluor et puis spectrométrie de masse pour le fluorocarbone. Et donc, c'est une mesure de Chugai et c'est en fonction de la température des parois. Et vous voyez que lorsqu'on chauffe les parois, la concentration en fluor reste à peu près identique. Et puis celle des radicaux CF, CF2, CF3 se met à augmenter de façon très importante. Il y a à peu près 1 à 2 ordres de grandeur entre la situation à 50 degrés et la situation à 300 degrés. Alors ça vient simplement du fait qu'en chauffant les parois, vous facilitez la désorption des espèces absorbées et elles retournent donc dans la phase gazeuse et au lieu de se coller sur les surfaces. Il y a un deuxième exemple que je vais passer. Donc, si on dresse un schéma général de l'interaction non neutre-surface, donc ça c'est un schéma classique que vous avez déjà vu plusieurs fois, je dirais, aux journées du réseau. Vous avez le flux incident qui est constitué de la somme des différents flux individuels des espèces. Ce flux peut soit se réfléchir et désorber directement de la surface. Donc, vous avez une fraction ici qui réfléchit. Donc ça correspond à la mécanisme de désorption directement. Et puis autrement, l'autre fraction, celle qui s'absorbe, correspond à la fraction bêta de l'expression ici, peut soit se chimisorber et contribuer à la croissance d'un fil, au greffage, au traitement de surface, etc., suivant votre procédé, soit elle va se recombiner en surface, éventuellement avec un élément du matériau sur lequel appartient la surface, et vous allez obtenir quelque chose qui correspond à la gravure, soit se recombiner avec une autre espèce du gaz et redonner un autre produit qui redescend dans le plasma et contribue à la chimie du plasma. Alors, on va enfin parler des ions. Donc, voilà une petite revue générale des effets des ions sur les surfaces en fonction de leur énergie. Donc, typiquement, l'ion arrive sur la surface, il se neutralise en piquant un électron au matériau. Et puis ensuite, il se fragmente si c'est un ion moléculaire. Chaque fragment emporte une partie de l'énergie en fonction de la masse relative de sa masse relative par rapport à l'ensemble. Et puis, il pénètre dans le matériau, puis il finit par y rester quelque part.
Et sur son trajet, il dépose l'énergie, et si celle-ci est suffisante, ça peut provoquer la pulvérisation d'un atome de la surface. Donc ça, c'est si l'énergie est suffisante, donc ça va être typiquement des énergies au-dessus de 50 eV, et bien sûr jusqu'au keV. Lorsque vous faites une manip de pulvérisation pour faire des dépôts, par exemple, vous allez avoir de très hautes tensions. Alors, plus faible l'énergie, il y a suffisamment d'énergie pour faire de la migration d'espèces absorbées en surface, par exemple, de la désorption des espèces, du déplacement d'atomes directement du solide lui-même. Ensuite, l'ion peut être piégé à l'intérieur, autrement il peut ressortir. Donc, il y a plus de place, j'imagine. En général, les solides ne restent pas, ils finissent par ressortir, par collision sur les atomes du solide. Et puis, bien sûr, émission d'électrons secondaires et implantation. Et la pénétration type de l'ion dans le matériau, c'est quelque chose qu'on peut simuler avec des logiciels. Et ça permet d'évaluer l'étendue des défauts à l'intérieur du matériau. Alors, deux mots sur la pulvérisation, parce que c'est quelque chose qui finalement est important à la fois pour les manips de dépôt par pulvérisation et puis pour les procédés plasma si on polarise les porte-échantillons avec les tensions élevées. Donc, c'est défini par un rendement qui est le nombre d'atomes pulvérisés divisé par le nombre d'ions incidents. Et puis, ce qui va nous intéresser surtout, c'est que ce rendement a un seuil. Donc, vous le retrouvez ici sur ces courbes-là qui représentent le rendement de pulvérisation en fonction de l'énergie des ions. Vous le retrouvez aussi ici. Le rendement augmente avec l'énergie. Donc, ça, vous le voyez là, vous le revoyez ici également. Il augmente avec la masse de l'ion. Là, on passe de l'hélium au néon, argon et puis krypton. Donc, c'est la pulvérisation du silicium correctement. Il varie avec le matériau, c'est l'information que vous avez ici. Entre différents matériaux, vous allez avoir différents rendements de pulvérisation à la même énergie. Et puis, globalement, et puis les fonctions d'incidence. Les courbes que vous avez là, qui vous montrent que le rendement est maximum en général autour de 60 degrés d'incidence. Bon, là, vous avez des formules qui permettent en gros de calculer le rendement en fonction de l'énergie et de l'angle. Ça a un intérêt limité. Si vous êtes passionné par ça, pour reprendre le bouquin dans l'article d'Anderson et dans ce bouquin-là. La chose importante, c'est qui va nous servir le plus, c'est le fait qu'il y ait un seuil d'énergie et que typiquement la variation du rendement avec l'énergie est en racine carrée. Alors, interaction plasma, donc neutre et ion cette fois-ci avec la surface. Donc, ça va être pour tous les processus assistés par les ions typiquement. Alors, c'est pratique parce que c'est un concept qui est complètement fourre-tout. Vous avez les ions forment une couche superficielle qui est endommagée, qui va être peu réactive. Ça va permettre la pulvérisation des espèces faiblement liées. Donc, dans le cas de la gravure, par exemple, le seuil de pulvérisation d'un silicium fluoré est inférieur au seuil de pulvérisation du silicium sans fluoration. Vous pouvez avoir un apport d'énergie sur la surface qui va induire ou accroître les réactions chimiques qui se produisent naturellement. Vous allez avoir la désorption stimulée d'un produit en abaissant l'énergie de désorption, par exemple. Vous avez un nettoyage de la surface, donc c'est la pulvérisation d'espèces faiblement liées, mais qui concerne les espèces parasites du procédé. Si celle qui ne vous intéresse pas, je dirais dans le système, par exemple, dans les plasmas de CF4 pour graver du silicium, ça va être tout ce qui est fluorocarbone, qui une couche de surface et qui empêche l'interaction des agents de gravure, le fluor avec le matériau. Et puis, ça peut être aussi l'élévation de température de la surface. Donc, ça, c'est pas quelque chose de très majeur dû à la dissipation d'énergie dans le matériau. Donc, les hypothèses qui sont faites quand on raisonne sur ces interactions-là, c'est que les espèces neutres sont responsables des réactions chimiques et puis les ions apportent simplement l'énergie.
Donc, il faut considérer à la fois le flux et la nature des neutres, le flux énergie-lésion, et puis éventuellement la présence et le rôle d'une couche de blocage si ça intervient dans le procédé. Alors, dans les petits diagrammes de Dutch, ça se modélise comme ça. Vous avez soit l'ion qui active la surface et puis l'absorption d'un réactif sur la surface et ensuite réaction. Ou alors l'ion qui active l'absorption d'abord, puis l'ion qui active l'absorbant et qui réagit avec le matériau pour donner le produit. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de résultats, là, que j'ai pris dans la littérature plus ou moins ancienne. Là, vous avez de la gravure chimique assistée par la gravure, pardon, ion beam etching assistée par la chimie. Donc, vous avez un plasma de gaz rare, et puis dans le réacteur, au niveau de l'échantillon, vous injectez l'agent chimique. Donc, dans le cas ici, là c'est du silicium, mais ici, là c'est XEF2, et puis là c'est du fluor, pardon. Et puis, vous suivez le rendement de gravure, c'est la vitesse, le nombre d'atomes de silicium gravé par ion incident. Et puis, vous avez des courbes, comme ça, en fonction du flux d'espèces gravantes ici. Même chose là, pour différentes énergies qui ont toujours le même comportement. Une autre manip, dont le comportement ressemble curieusement, toujours le rendement de gravure en fonction du flux. Alors ici, c'est le rapport flux de chlore par rapport au flux d'ion chloré, et c'est une manip de gravure de lithium par faisceau. Donc il y a une source plasma qui fait des atomes et une source plasma qui fait des ions, et les deux sont envoyés sur la surface et combinés pour l'étude en question et avec différentes énergies pour les ions. Un dernier exemple là que je connais beaucoup mieux, c'est la gravure de phosphorindium en métal d'hydrogène cette fois-ci. Donc là, c'est du plasma, hein, c'est plasma CCT excité à des fréquences, avec des études qui ont été faites en variant la composition du mélange, où à 10 et puis 50% de méthane dans le mélange, en variant la puissance appliquée sur l'électrode pour l'échantillon. Et vous avez, encore une fois, des courbes qui alors ces dossiers sont toutes, je dirais, se recouvrent toutes parce qu'on a tracé ça en fonction du flux de radical méthyle, non pas en fonction du flux d'ion, mais du produit entre le flux et l'énergie des ions. L'énergie des ions variant avec la puissance appliquée, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, la gravure d'INP en méthane-hydrogène, l'hydrogène grave le phosphore en faisant pH 3, donc ça se fait sans aucun problème. Par contre, il faut de l'énergie et du bombardement ionique pour que les radicaux méthyles que vous créez par dissociation du méthane réagissent avec l'indium pour faire du triméthylindium de façon conséquente. Et puis un autre exemple ici, cette fois-ci en plasma, C6-argon pour la gravure de verre. Encore une fois, le même genre de comportement pour différents types de verre ici et puis C6. Alors, toutes ces courbes, on peut chercher à faire un modèle absorption-désorption sous assistance ionique de la façon suivante. Donc, c'est toujours le même schéma. Hein. Vous avez l'absorption du fluor, des réactions intermédiaires, et puis vous pouvez envisager soit la gravure spontanée, donc la désorption spontanée du produit. On prend le cas du silicium pour écrire des choses, mais ça peut être n'importe quoi. Ici, donc une constante de désorption spontanée, et puis la même chose avec l'assistance du bombardement ionique. Donc, vous avez une constante de désorption induite par les ions qui va être fonction le résultat va être dépendant du flux d'ion. Et puis, vous pouvez imaginer, bien sûr, la pulvérisation directe d'un atome de silicium d'un cycle ion, en fonction du flux d'ion, bien sûr. Vous écrivez l'état stationnaire pour le taux de couverture, vous obtenez ça. Vous avez la vitesse de gravure, qui est la composante pulvérisation directe, plus la composante gravure spontanée, et la composante gravure assistée. Et puis là, vous avez une petite astuce de calcul qui mène à cette relation-là, où vous réalisez que cette somme-là, c'est en fait équivalent à ce terme-là. Si vous le remettez là, vous pouvez mettre un moins θ en facteur, et puis ensuite vous réinjectez le θ dans l'équation, et vous avez quelque chose qui est très compact dans une formulation.
Et puis ensuite, vous vous souvenez de la célèbre manip courbe de Coburn et Winters, montrant que dans le cas d'un système sous assistance unique, eh bien finalement, le résultat de la cinétique assistée est nettement supérieur euh, à la procédé spontané ou au procédé uniquement de pulvérisation simple. Donc si vous tenez compte de ça, en disant que ça va simplifier mon équation, vous supprimez le terme de pulvérisation et vous supprimez la désorption spontanée et vous obtenez cette relation-là. Et, miracle, vous avez encore une fois quelque chose qui a la même forme que l'isotherme de l'enduire et une forme relativement simple de la vitesse de gravure en fonction du flux d'espèces actives pour différents fluidions ici, avec deux limites. En tangente à l'origine, si le flux A est très très faible, à ce moment-là, ce terme-là disparaît devant 1, vous êtes proportionnel au flux. Et puis l'autre limite de l'autre côté, si le flux est très très élevé, donc c'est le 1 qui disparaît devant le système ici, et vous êtes proportionnel au flux. Alors, ça c'est des modèles phénoménologiques qui rendent compte parfaitement, je dirais, des résultats expérimentaux qui sont décrits ici. Maintenant, est-ce qu'ils sont réalistes? Eh bien, pas vraiment. D'abord parce que la surface n'est réelle n'est pas un plan monoatomique, donc le modèle d'absorption monocouche que vous avez pris comme hypothèse de base, c'est plus tout à fait ça. Et on aura l'occasion, j'imagine, de voir avec Émilie, parce que c'est des résultats de modélisation par dynamique moléculaire du procédé de gravure du silicium dans un plasma chloré. Et vous voyez que dès que vous avez un petit peu d'énergie, vous avez une couche endommagée et très mixée en surface qui contient, qui a plusieurs dizaines plusieurs nanomètres d'épaisseur, donc c'est relativement important. Et voilà, donc une couche très endommagée. Et puis, ce qu'on peut constater aussi, donc ça c'est ce qu'on avait vu en parallèle dans les manips de gravure TNP en plasma d'hydrogène, c'est que la composition n'est pas non plus stoichiométrique, donc la surface de départ n'est pas celle qu'on a. Et là, vous avez l'évolution du rapport phosphore sur indium qui est quasiment égal à 1 sur l'échantillon avant gravure et qui chute dramatiquement parce qu'évidemment, on peut plus facilement enlever le phosphore par formation de pH 3 de la surface que l'indium par formation de triméthylindium. Et que ça va dépendre des conditions de la puissance appliquée et puis des conditions du mélange, bien sûr. Plus on met le méthane et meilleur c'est. Mais ce petit modèle nous avait permis quand même parce qu'on avait pu évaluer à la fois la concentration le flux de radicométhyle sur la surface, on avait une estimation du flux d'ion, on avait l'énergie des ions par l'autopolarisation de l'électrode. Donc on avait pas mal de données qui permettaient finalement dans le modèle de remonter au taux de couverture en méthyle de la surface. Et c'était intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a une limite. Si on dépasse 0,6, on bascule dans un régime où on a un dépôt de carbone amorphe sur la surface, on n'a plus de gravure du matériau. Et bien sûr, on atteint cette limite lorsqu'on augmente la concentration en méthane dans le système, ici, c'est cette courbe-là, ou si on réduit la puissance appliquée, on est dans des conditions où on part de moins en moins, on n'arrive plus à extraire les produits de gravure de l'indium de la surface parce que l'énergie est trop faible, et à ce moment-là, on a un blocage de la gravure. Alors, j'en arrive à la conclusion. Donc, les interactions plasma-surface sont soit des mécanismes complexes. Je voudrais réinsister sur le rôle important des ions. Donc, il faut, pour je dirais, comprendre les mécanismes, avoir une idée du flux et de l'énergie des ions sur la surface. Le modèle cinétique, je dirais, vous prenez le plus simple qui existe, si possible, si vous avez envie de discuter ça. Et ce qui est important, c'est d'identifier les éléments chimiques clés. Si je reviens juste en dessous ici, là, on a exprimé les choses du mécanisme de gravure en fonction du flux de méthyle, parce que c'était ça qui contrôlait la cinétique de la gravure. Si on fait la même chose en fonction du flux d'hydrogène, par exemple, on obtient des résultats, mais qui ne sont pas si représentatifs de la vitesse de gravure qu'on obtient.
physique qu'on peut mesurer par ailleurs. Et puis, je vais finir en mentionnant l'importance des données expérimentales dont vous avez besoin. Donc, il faut multiplier tous les diagnostics que vous pouvez faire. Et j'imagine que Olivier nous en reparlera abondamment dans son topo. Diagnostic sur le plasma, bien sûr, pour tout ce que vous pouvez avoir en disposition au labo. Diagnostic sur la surface et sur les matériaux si on oublie la gravure et qu'on fait du dépôt, bien sûr. Voilà. Merci. Merci bien, Christophe. Mission remplie. Je ne sais pas si c'est mission remplie. Et donc, à partir de ce qu'il a exposé, vous pouvez poser les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Oui, merci beaucoup pour un exposé très intéressant. J'ai une question, parce que là, on a parlé des surfaces qui ne sont pas paternées, forcément, et des surfaces pleines. Et l'intérêt aussi, c'est comment on va se comporter, par exemple, les espèces, si on commence à mettre des masques gravés de matériaux qui ont des taux de gravure complètement différents. Est-ce qu'il y a des pollutions possibles? Là où il y a le rôle de lésion va être énorme, c'est que les lésions peuvent polariser le masque aussi, etc. Alors là, j'ai voulu rester dans les concepts, effectivement. Alors après, d'abord parce que j'ai peu l'expérience de graver des motifs moi-même directement, donc tout ce que j'ai appris, c'est en lisant ce qu'écrivent les collègues, et c'est toujours très intéressant. Donc j'imagine qu'il y a des détails supplémentaires à se porter à ce que je vais dire par les intervenants suivants. Donc le masque se pulvérise, bien sûr. Il va se pulvériser, je dirais, la géométrie initiale du masque est un point critique, puisque le coefficient de pulvérisation dépend de l'incidence, donc sur la surface, si c'est blanc, ok. Le flanc, s'il est parfaitement vertical, donc là, si la distribution, excusez-moi, si la distribution angulaire des ions n'est pas trop importante, le flanc sera peu attaqué, mais le coin, lui, il va présenter généralement l'angle idéal pour être érodé. Donc le masque va avoir une facette qui va progresser au fur et à mesure de la gravure et qui va se transférer dans le motif ensuite. Donc on a un transfert de motif qui va être extrêmement dépendant de la résistance du masque à la gravure. Et puis dans le motif lui-même, il y a tout un tas de phénomènes qui vont intervenir. D'une part parce que les flancs du motif reçoivent un fusion qui n'est pas négligeable non plus. Vous allez avoir des mécanismes de réflexion des ions sur les flancs du motif qui vont venir attaquer le pied du motif, donc éventuellement des motifs dans lesquels vous avez des micro-tranchées au pied de chaque paroi. Vous avez des ions qui sont défléchis sur la paroi du masque qui viennent attaquer le bord en haut du motif. Donc là, vous avez des cavités qui se forment. Bon, il y a tout un tas de défauts induits par le bombardement ionique sur les motifs gravés qui ont été répertoriés au fil des études depuis 30 ans. Et alors après, le jeu du procédé, alors ces problèmes-là sont d'autant plus critiques que la dimension du motif est petite, bien sûr. Donc les stratégies pour pallier ces problèmes-là, c'est développer des couches de passivation aussi fines que possible, mais résistantes sur le flanc, par exemple. Donc c'est ce qui a motivé les manips de cryogravure sur le silicium pour faire la gravure profonde. Ou le procédé de type Bosch. Enfin, exactement, le procédé Bosch. Bon. Mais à l'échelle nanométrique, pour les composants microélectroniques avancés, le problème existe. Alors, la voie aujourd'hui, c'est d'essayer de soit travailler sur le plasma lui-même, en regardant les plasmas pulsés ou la polarisation pulsée, voir ce que ça peut apporter de ce côté-là, ou bien alors carrément passer sur les systèmes de type gravure séquentielle, atomic layer etching, où on va faire une séquence qui permet de modifier la surface
sur une monocouche uniquement. Ensuite, apporter juste la petite quantité d'ions nécessaire en termes de flux et d'énergie pour éliminer cette couche-là et on recommence. Donc, c'est des choses qui sont en plein développement. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, c'est super intéressant. Du coup, j'ai une question toujours sur le bombardement ionique. Euh, vous parlez du fait que le bombardement, enfin, l'effet des ions peut modifier la surface structurellement. Est-ce que vous pensez que ça peut être un impact, enfin, uniquement le bombardement ionique d'un point de vue des énergies, ou est-ce qu'on peut aussi modifier la surface, déjà de manière long terme, aussi par la chimie des neutres, ou enfin, de quel type de modification structurelle vous pensez qu'il peut s'agir? Est-ce qu'on peut avoir par exemple des créations de lacunes, etc. Et est-ce que c'est uniquement un effet du bombardement ionique ou est-ce que la dissertation peut Non, aussi créer ce genre de choses? oui, bien sûr, les neutres peuvent avoir une action chimique directe sans bombardement ionique. Par exemple, après, ça dépend du matériau, bien sûr. Mais si je reprends l'exemple de l'ILP en plasma méthane-hydrogène, si on fait un simple plasma d'hydrogène sur la surface d'ILP, on élimine tout le phosphore parce que ça, il n'y a même pas besoin de bombardement ionique pour faire ça. Et on se retrouve avec une surface au même, on voit des billes sur la surface. Et si on fait une analyse EPX dessus, c'est un ion pur. Donc, on a complètement déstructuré le matériau simplement par une réaction préférentielle de l'ajout du plasma avec un des composants du, du gage. Autre question? Merci beaucoup Christophe pour cet exposé. J'ai juste une petite question de curiosité. Quand tu parlais par exemple de la gravure du silicium, je me demandais ce qu'on faisait du fait que le silicium nativement il est oxydé. Est-ce que c'est quelque chose que l'on prend en compte ou finalement c'est tout à fait négligeable? Alors, euh, je dirais dans les manips où j'ai présenté manip de spectrométrie de photoélectrons où l'on voit le SIF3 sur le silicium 1, par exemple, là, dans le papier, ils précisent bien qu'ils ont nettoyé le silicium en faisant des recuits à haute température sous ultravide. Donc, toute la manip après est faite sans remise ailleurs d'échantillons. Donc là, ils ont une surface propre. Et ils montrent le spectre du silicium après nettoyage. Il est parfaitement propre. Je dirais dans une situation classique où on a 2 nanomètres d'oxyde en surface de silicium et qu'on fait un procédé de gravure, si on grave 10 minutes, les deux nanomètres d'oxyde, on s'en fiche parce qu'ils vont être éliminés moins facilement sans doute que le silicium lui-même, une fois qu'on l'a enlevé. Mais il n'y a pas il y a pas forcément nécessité de nettoyer le silicium avant de faire l'étude. Et dans les procédés, je dirais, industrielle, entre guillemets, dans les études de développement de procédés dans les labos qui travaillent en relation avec ST ou autres. Donc, le procédé de gravure d'un matériau, il n'est jamais en une seule étape. Il y a toujours une étape de nettoyage, puis ensuite on passe à la gravure principale du matériau, et puis ensuite on termine sur une gravure dans les conditions de faible endommagement pour déboucher sur la couche qui est en dessous. Donc il y a toutes des stratégies je dirais, de procédés qui tiennent compte à la fois des oxydes présents en surface et puis de la nécessité d'arriver sur le substrat ou la couche en dessous sans endommager. Donc, avec plus ou moins de succès à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux ajouter un petit chose par rapport à la question précédente, c'est que, en fait, tu as montré, Christophe, justement, l'importance des nœuds, des ions, etc. Et donc ça a des conséquences sur l'état de surface du matériau. C'est-à-dire que si on enchaîne des procédés un peu plus exotiques, où on enchaîne une gravure chlorée et après une gravure fluorée et avec des mélanges entre aluminium, silicium, des 3,5, etc. Évidemment, c'est des choses que j'ai faites, donc c'est pas des élucubrations. Par exemple, s'il y a un petit masque d'aluminium et qu'on a fait avant un plasma de fluor, ça fait de l'ALF. D'ailleurs, tu l'as dit exactement. Et l'ALF, ça ne se grave pas. Donc, ça veut dire qu'on va stopper la gravure du chlore qu'on va utiliser pour le matériau de dessous. Et donc, on va stopper la gravure
Alors, comme moi, je voulais retirer l'aluminium à l'époque avec du chlore, ben, tout à coup, il y avait un gros ralentissement de la gravure. Voilà. Donc, alors pour le silicium, donc c'est le silicium, on peut le négliger, puis des fois, il ne faudra pas le négliger. Mais je pense qu'avec toutes les interventions que tu auras Oui, je une pense bonne que idée de toutes ces interactions et qu'au bout d'un moment, il faut prendre compte, faut tout prendre en compte. Puis à un moment, c'est impossible, alors on fait aussi ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non? Eh bien, on va remercier Christophe de nouveau.